Bonjour à toutes et tous. Merci d'assister à cette table ronde qui s'intitule Matière sonore et temporalité de l'image, de la collaboration entre Hans Zimmer et Christopher Nolan. Alors, nous ne pouvions pas, en effet, durant ce week-end, aborder le cinéma de Christopher Nolan sans parler de musique. De musique, mais aussi de tout ce qui touche la bande son, de tout ce qui fait matière sonore, les enchevêtrements de musique, de bruitage et de voix dans leur relation à l'image animée. Alors, nous échangerons principalement à partir de la collaboration entre Christopher Nolan et le compositeur Hans Zimmer, mais en élargissant bien entendu le débat. Donc pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Chloé Huvet et Emmanuel Bobet. Alors Chloé Huvet, vous êtes maître de conférence en musicologie à l'université d'Évry-Val-d'Essonne, Paris-Saclay. Vous consacrez vos recherches au rapport entre musique, son et image dans le cinéma contemporain, en particulier dans la production hollywoodienne. Votre premier ouvrage, composé pour l'image à l'ère numérique Star Wars d'une trilogie à l'autre, a été publié en 2022. Emmanuel Bobet, vous êtes docteur en musicologie, chargé d'enseignement à l'Université de Rouen et enseignante en musiques actuelles au Conservatoire de Saint-Étienne du Rouvray. Vos travaux portent notamment sur les interactions entre composition musicale et sound design, ainsi que sur les relations image-son dans le récit filmique. Et vous préparez actuellement la publication d'un ouvrage consacré à Angelo Badalamenti, qui a notamment travaillé avec David Lynch. Vous êtes toutes les deux cofondatrices du groupe de recherche collective Études des langages musicaux sonores à l'écran, et donc vous avez toutes les deux travaillé sur la musique et le design sonore dans les films de Christopher Nolan. Je vous présente enfin Ismaël Geoffroy Chandoutiste, cinéaste, dont le travail est exposé en ce moment à la Biennale, et qui modérera avec moi les échanges. Alors toi, Ismaël, tu développes une pratique artistique hybride, combinant le geste documentaire à une approche post-cinématique. Voilà. Donc pour commencer, je vais m'adresser tout d'abord à Chloé Huvet, et puis on s'était dit que ce serait bien de commencer par essayer de comprendre, déjà, avant de rentrer dans la relation entre Hans Zimmer et Christopher Nolan, en quoi consiste, en quelque sorte, la composition musicale à l'écran, quelles en sont les spécificités, les étapes. Voilà. Alors, je vais dresser un cadre un petit peu général et un petit peu schématique, fatalement, mais c'est pour cadrer les choses, pour que vous compreniez bien ensuite quelle est la spécificité de la collaboration entre Hans Zimmer et Christopher Nolan. Donc, en général, et là, je parle vraiment dans le cinéma hollywoodien, le musicien, le compositeur est appelé très tard, en fait, dans le processus de fabrication d'un film. En fait, voilà, on l'appelle un producteur ou un réalisateur, typiquement, va lui dresser en quelques mots le pitch de son film, voir s'il est intéressé, éventuellement lui faire lire le scénario, mais en fait, le compositeur va réagir à une première version finalisée du montage image. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les spotting sessions. En fait, c'est des moments où se réunissent le réalisateur, le producteur et le compositeur, et ils se font un petit visionnage ensemble du film et ils déterminent à quel moment, à quels endroits la musique va intervenir, la durée exacte des interventions musicales et surtout l'aspect émotionnel, narratif que le réalisateur souhaite donner à sa musique. Donc le compositeur va réagir en fait à un produit qui n'est pas totalement fini, mais en fait à laquelle auquel il participe pas de façon créative dès le début. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que les choses se passent. Alors après, il y a un certain nombre de réalisateurs qui, au contraire, sont particulièrement sensibles à la musique et qui vont impliquer les musiciens très en amont. Il y a un autre aspect du métier de compositeur pour l'image qui a un petit peu évolué par rapport à ce que je viens de vous établir comme situation type, c'est que depuis la transition numérique, en réalité, le montage image va sans cesse être modifié jusqu'à la sortie des films en salle et du coup, les compositeurs vont être appelés un peu plus tôt et parfois travailler en parallèle du montage parce que sinon, tout simplement, ils n'ont pas le temps de faire les modifications. Voilà pour brosser un peu l'état général de la composition pour l'écran. Merci beaucoup. Alors Emmanuel, vous aviez sélectionné quelques citations justement à ce propos-là de cinéastes, et donc on va voir une image à l'écran. Oui, alors en fait, se pose du coup pour les réalisateurs la question de l'interprétation en fait de leur récit, de leur film par une tierce personne, puisque le réalisateur, c'est vrai qu'il est quand même un petit peu au centre du film.
et donc il contrôle un petit peu l'ensemble des choses. Sauf que justement sur la musique, généralement, il a pas vraiment le contrôle. Et donc c'est vrai qu'il y a certains réalisateurs, on va dire, se méfient un petit peu de la ou du fait de faire intervenir un compositeur qui potentiellement pourrait déformer un petit peu l'interprétation qu'ils souhaitent eux donner du film. Donc c'est vrai que du coup j'ai sélectionné des propos de réalisateurs fameux, voilà, Kubrick, Stanley Kubrick, David Lynch, Quentin Tarantino, donc qui sont des des réalisateurs qui, alors en tout cas pour les deux premiers, ont privilégié l'utilisation de musique préexistante. Enfin, Kubrick à partir de 2001, Odyssée de l'espace. Tarantino à peu près tout le temps, avec une exception sur les Huit salopards, où il a fait appel à Ennio Morricone. Et David Lynch, alors c'est un peu différent, c'est quelqu'un qui vraiment a marié les deux. C'est-à-dire que il y a la dimension utilisation de musique préexistante, qui permet en fait d'insuffler tout un tas de connotations, des références temporelles, des références par exemple à la musique des années 50, des années 60, des références au jazz, au blues, enfin tout un tas de choses. Mais en parallèle, c'est vrai qu'il a aussi ce travail avec un compositeur de bande originale. Donc là, du coup, c'est vraiment mixé. Mais voilà, j'avais envie de montrer ça parce que pour sensibiliser au fait qu'effectivement, c'est pas forcément une évidence pour un réalisateur que de faire appel à un compositeur. Enfin, en tout cas, il peut y avoir des réticences. Et d'ailleurs, dans le cas de David Lynch, vous m'aviez cité un exemple où David Lynch parfois est dans la pièce avec Badalamenti et Oui. ils composent ensemble. En fait, David Lynch, enfin, allez-y. Oui, en fait, alors c'est vrai que pour le coup, c'est assez, on va dire que c'est assez particulier comme mode de collaboration. Probablement pas unique, mais enfin, puisque c'est vraiment quasiment de la co-composition. En fait, le processus de création, c'est vraiment effectivement, ils sont dans une même pièce. Lynch raconte une scène d'ailleurs qu'il n'a pas forcément tournée parce qu'il y a beaucoup de musiques qui sont composées en amont et dont Lynch va se servir après pour disons donner l'ambiance, l'atmosphère du film. Mais voilà, donc il raconte une scène. Donc ça part d'images dans sa tête. Et puis Badalamenti, qui a une formation d'improvisateur, de jazzman, d'accompagnateur. En fait, il déroule en fait la composition en live avec un petit magnétophone. Et puis il enregistre. Enfin, il enregistrait puisque il est décédé l'année dernière. Mais voilà, le processus, c'était ça, de vraiment de faire une co-création en direct. Et puis, bon, quitte à retravailler un petit peu les morceaux après. Mais voilà, c'est vrai que c'est relativement rare, en fait, quand même, comme mode de collaboration entre un réalisateur et un compositeur. Alors Emmanuel, j'avais une question. Du coup, on voit beaucoup de réalisateurs américains et comme donc Nonal a ses origines anglaises, je voulais savoir comment ça se passe, la collaboration, on va dire typique en Europe par rapport à Hollywood, parce que là, on a donné des spécificités pour Hollywood, et comment ça se passe en Europe. Et puis peut-être, Chloé aussi, de savoir quelles sont les influences, l'héritage de Zimmer pour sa musique. Les modes de collaboration, je sais, enfin, elles sont pas aussi codifiées, elles sont codifiées, est-ce qu'on peut le grouper ou bien ça ne se groupe pas? Disons que, enfin, je sais pas si réellement il y a une typicité par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis. Ce qui est certain, c'est que le statut du réalisateur n'est pas le même, hein, globalement, puisque en Europe, on a le réalisateur en fait a beaucoup plus un statut d'auteur, contrairement aux États-Unis où finalement les décideurs. Alors bien sûr, il y a des exceptions, hein, il y a des réalisateurs qui échappent à cette règle-là, mais enfin, globalement, c'est quand même plutôt les producteurs qui décident et le réalisateur, voilà, est embauché et sélectionné pour faire un film. Mais c'est pas forcément, par exemple, c'est pas nécessairement lui qui va avoir le final cut. Et au niveau du compositeur, est-ce que ça veut dire que
par exemple, on a des métiers qui sont plus liquides, que quelqu'un qui au montage son, au mixage peut composer, par rapport aux États-Unis où c'est très segmenté, ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y a à ce point-là on va dire, de différence, ou bien comment ça se... Bah, disons que après, je suis pas forcément une spécialiste de ces questions vraiment de relations comme ça des côtés de l'Atlantique, mais enfin, du fait que le réalisateur a, on va dire, est considéré plus comme un auteur en Europe, il va nécessairement avoir plus de poids dans le choix du compositeur. Le choix du compositeur outre-Atlantique, bah, parfois il est effectué par les studios. Je pense par exemple, on parlait de Lynch tout à l'heure, c'est vrai que sur Dune, donc le Dune de Lynch, c'est le groupe Toto qui a été choisi. Lynch ne s'y est pas opposé, mais c'était pas lui qui était à l'origine de ce choix-là. Alors qu'en général, en Europe, c'est plutôt le réalisateur qui va choisir avec qui il veut travailler. Et y compris les temporalités, puisque Nolan est connu pour être travaillé assez en amont avec Oui. son compositeur. Donc là aussi, le fait qu'en Europe, il y ait un statut hybride pour la réalisation fait que peut-être il a plus de pouvoir pour imposer une manière qui lui est spécifique de travailler avec les collaborations, que ce soit monteur son, mixage ou musique. Il y a des belles collaborations en Europe entre réalisateurs et compositeurs. On pense à Sergio Leone, Ennio Morricone, et en France à Benoît Jacot avec Bruno Coulet. Et en fait, ils travaillent de la même manière, c'est-à-dire que ils ont tissé une collaboration régulière. Et Bruno Coulet, par exemple, pour le film Au fond des bois, a été impliqué vraiment dès le tournage. En fait, sa musique avait été enregistrée et elle était diffusée à destination des comédiens sur le plateau. Donc exactement comme Sergio Leone et Ennio Morricone, pour donner une temporalité aussi et pour aider les acteurs à se mettre dans une ambiance particulière. Donc ça, c'est vraiment lié à des personnalités, à des tandems qui se tissent. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, alors Hans Zimmer, très brièvement, c'est quelqu'un qui vient du milieu du rock, il n'a pas eu de formation classique comme ont pu avoir des gens comme James Newton Howard, comme John Williams, comme James Horner, qui ont été formés soit dans des prestigieuses écoles musicales comme la Juilliard School de New York, soit qui ont été formés dans les universités comme l'USC. Hans Zimmer, il vient du rock et il a une approche assez expérimental, il a un goût pour le son, pour la matière sonore, justement pour reprendre le titre de notre table ronde. Et ce goût pour le son se ressent vraiment dans la manière dont il va approcher l'écriture musicale. C'est-à-dire que lui ne fait vraiment pas de distinction, on y reviendra tout à l'heure, mais entre vraiment ce qui est de l'ordre du design sonore et ce qui est de l'ordre de la composition musicale. Il dit, moi, c'est très dur de m'arrêter de triturer des notes et de me faire asseoir une table et pour composer, c'est vraiment pas comme ça que j'approche la composition. Et donc lui, il a un poids très important dans l'industrie hollywoodienne puisqu'il est directeur musical chez DreamWorks. Donc et en plus de ça, il dirige donc un des grandes compagnies de création musicale qui s'appelle Remote Control, anciennement Media Ventures, qu'il avait fondé avec son partenaire Jay Rifkin et dont il a repris les rênes donc au début des années 2000. Il a également été il a mis un pied à Hollywood avec le film Rain Man. C'était sa toute première collaboration pour le cinéma. Et là, on sent vraiment l'influence rock dans cette partition-là, son travail sur les synthétiseurs. Voilà. Justement, c'est parfait. Et justement, alors on en est à Nolan Zimmer, et on commence à rentrer dans cette collaboration. Alors peut-être on peut rappeler combien de films sur combien de films ils ont travaillé ensemble. Donc c'est 6, je crois. Les 3 Batman. Les 3 Batman et puis Interstellar, Inception et Dunkerque. C'est bien ça. C'est ça. On fait le compte. Donc c'est une longue collaboration. Oui. Et je précise d'ailleurs, on en parlait au déjeuner tout à l'heure, que Zimmer devait faire la musique de Tenet et en réalité il a décliné parce qu'il était pris sur Dune, et que c'était un projet qui lui tenait à cœur parce qu'il adorait le roman et il a décliné. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'il n'est pas présent sur Tenet. Ils se sont pas fâchés. C'est une question de conflit d'agenda. Et en même temps, ça a continué puisque du coup, Dune étant une trilogie, même sur Oppenheimer, c'est toujours Goranson qui continue, compositeur.
Alors la spécificité peut-être c'est, bon donc il commence à travailler, non pas tout seul d'ailleurs puisque sur Batman Begins, il est en tandem avec James Newton Howard dont je parlais tout à l'heure, alors qui est un autre, compositeur phare qui travaille à Remote Control, donc c'est la compagnie dirigée par Zimmer à Santa Monica, donc près de Los Angeles. Et finalement, il explique, en entretien que James Newton Howard, c'est lui qui a signé un peu tous les thèmes un peu mélodiques, faciles à retenir et lui, tout ce qui était plus de l'ordre de l'expérimentation sonore. Et donc après le départ de James Newton Howard à partir de The Dark Knight et puis The Dark Knight Rises, on sent bien aussi voilà cette marque zimmerienne qui s'affirme. Alors peut-être la spécificité de sa collaboration avec Nolan, c'est, je pense, la place que Nolan laisse à ce processus d'expérimentation sonore véritablement, et au fait qu'il souhaite que le son soit une partie intégrante de l'expérience du film. Et du coup, il va impliquer Hans Zimmer très très tôt. En fait, il n'y aura pas pour Inception et Interstellar, il n'y aura pas les fameuses spotting sessions que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour Interstellar, Christopher Nolan a juste appelé Zimmer en lui disant, bah voilà, j'ai un projet de film, est-ce que ça t'intéresse? Je vais t'envoyer une lettre avec juste une page et tu verras de quoi ça parle. Et donc effectivement, il a lu sur cette page qu'il était question d'une histoire familiale, d'une histoire d'amour entre un homme et voilà, un père et sa fille. Et c'est tout ce qu'il avait comme élément pour enclencher son processus de création. Et donc le jour suivant, il était censé jouer à Christopher Nolan les thèmes qu'il avait composés, ce que ça lui avait inspiré. Et donc c'est le thème principal qu'on appelle le thème d'amour entre Murphy et Cooper, qu'il va composer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand Zimmer a joué ces thèmes, donc ce thème principal en particulier à Nolan a trouvé ça formidable. Il a dit ça correspond tout à fait. Et là, il lui a dit quel était le film. Il a développé un peu sur le scénario. Et Hans Zimmer, il s'est dit mais en fait non, il avait peur que ça n'allait pas du tout parce qu'il s'est dit mais ça a l'air d'être une fresque monumentale aux confins de l'espace. Moi, j'ai fait quelque chose de très intime. Ça va peut-être pas coller. Et au contraire, Nolan lui dit non, parce que le cœur du film, c'est la famille, l'amour filial, le deuil, la séparation. Et finalement, c'est vraiment le cœur du film, c'est la focale du film. Et c'est ça que Hans Zimmer a su particulièrement bien capturer dans sa musique. Ça, c'était extrêmement rare comme cas, j'imagine, de compositeur qui intervient presque avant de connaître le sujet du film. En fait. Oui, c'est vrai que c'est... Il n'y avait pas toutes les clés. C'est-à-dire qu'au départ, il lui avait dit que c'était une relation entre père et fils. Oui, puis c'est ça. Il découvre que c'est vers une fille. Et ensuite, il découvre le genre. De toute façon aussi. Et donc, justement, vous avez sélectionné une séquence vidéo. Oui, alors je vais en parler très, très brièvement. En fait, donc ce thème d'amour entre Cooper et Murph, déjà, c'est un thème qui est extrêmement dépouillé, qui est très, très simple, basé sur quelques notes. Et ça, c'est un élément important parce que justement, ça montre aussi tout ce caractère autodidacte de la composition de Zimmer, c'est-à-dire qu'il s'écarte des grands développements symphoniques à John Williams. Et il dit ça un peu sous forme de boutade en entretien. Il dit moi, j'aime les choses très simples. Il n'y a pas un thème que j'ai composé que vous pouvez pas jouer avec un seul doigt au piano. Et en fait, ça marche très très bien pour ce thème-là. Et c'est un thème qu'il va qualifier de solitude mélancolique. Pour lui, c'était un thème qui exprimait une idée de solitude mélancolique. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension très délicate, très recueillie, très intime, qui est particulièrement frappante et qui crée un écart assez saisissant par rapport aux images, justement, l'aspect très monumental, très majestueux, spectaculaire, on en parlait tout à l'heure. Et au contraire, Zimmer va entourer ces images de ce halo intime et recueilli qui donne voilà, peut-être ce supplément d'âme et cette dimension émotionnelle il va donner cette dimension personnelle à ces images. Et la dernière chose que je voulais ajouter avant qu'on regarde l'extrait, c'est la dimension, le choix du timbre, puisque ce thème est confié à l'orgue majoritairement, et l'orgue, c'est vraiment l'instrument phare d'Interstellar qui avait jamais été utilisé en tant qu'instrument soliste par Hans Zimmer par le passé. Ce qui est assez intéressant et inhabituel dans la manière dont il utilise cet orgue, c'est que on n'est pas du tout dans l'optique grandiose et monumentale d'un Danny Elfman, par exemple, qui l'utilise très souvent dans sa collaboration avec Burton. Ici, au contraire, il l'utilise alors parfois pour des effets très majestueux, très amples, notamment dans les plans
événements qui se passent dans l'espace. Mais en fait, pour ce thème-là, il utilise dans ses sonorités épurées, c'est-à-dire dans le registre médium aigu. Et voilà, il cherche vraiment une épuration du son, quelque chose de très aérien, de quasi hypnotique en fait, d'avoir cette sorte de mélopée envoûtante et qui donne ce caractère très, très poignant à la séquence. Nous allons regarder et écouter. Et alors donc cette relation, lorsqu'elle se fait justement tôt, en amont, qu'est-ce que ça peut permettre justement dans la façon de concevoir le son, la musique pardon, ce fait-là, oui, de cette collaboration en amont, qu'est-ce que ça peut apporter en tout cas au film en termes sonores? Une prise en compte de l'aspect narratif, en fait, une intégration de l'aspect narratif dans la musique et inversement. Et c'est vrai que par exemple dans Dunkerque, il y a aussi une collaboration en amont. Et Nolan tenait à ce que Zimmer intègre donc dans la bande son, dans la musique, le tic-tac d'une montre. Et en fait, il a fourni lui-même l'enregistrement d'une montre qu'il possédait, une montre à armontoir, une ancienne montre. Et donc l'idée, c'était vraiment son idée de départ, c'était vraiment de construire en fait la bande son, la bande musicale autour de ce tic-tac. Alors pourquoi le tic-tac? Parce que évidemment, c'est une représentation du temps. Une représentation technologique du temps. Et le temps, c'est vrai que, alors on retrouve beaucoup la thématique du rêve chez Nolan, du rêve, de l'illusion, tout ça. Mais le temps est aussi quelque chose de central. Et donc la présence en fait déjà de ce tic-tac dans les scènes, mélangé à la musique, ça donne un sentiment d'urgence en fait, un sentiment vraiment que on est en permanence tout au long du film, c'est une course contre la montre. Donc c'est intégré, c'est présent dans des situations critiques souvent, par exemple un moment, dans les scènes de combat aérien, pour rajouter un petit peu de stress, pour aussi dans les scènes on voit un bateau dans lequel les soldats sont réfugiés et on voit l'eau qui se met à monter, donc évidemment le temps en fait joue toujours contre les protagonistes. Donc le fait de faire intervenir finalement ce tic-tac comme un acteur, ça rajoute de la tension et ça fait participer le spectateur à cette tension. Et donc il y a cette intégration du tic-tac dans les morceaux. Ça c'est une chose, mais il y a aussi tout un travail sur dérivé en fait de ça autour des tempi des morceaux. Peut-être on va d'abord écouter le tic-tac de la montre, puisque vous l'avez sélectionné en tout cas.
tout cas, c'est intéressant. Ça veut dire que Nolan, en faisant ça, en donnant la montre, il donne une sorte de direction sonore qui va influer fortement sur la musique. Oui, et en fait, ça c'est une piste intitulée The Mall qui ouvre en fait le film. Bon, bien sûr, il y a l'action dessus, donc il y a des bruits qui viennent se greffer là-dessus, mais ça donne tout de suite en fait le ton du film. Ce qu'on remarque aussi dans cette piste-là, c'est qu'il y a pas seulement le tic-tac de la montre, il y a aussi un bruit qui fait penser un petit peu à un battement de cœur. Et en fait, il y a tout un tas de sonorités bruitistes qui sont intégrées à la partition de Zimmer. Donc bon, après ça, on en parlera peut-être après sur la perméabilité des deux dimensions, mais voilà. Et le travail autour de ce mélange entre le tic-tac et les battements de cœur, ça c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que vraiment, il voulait que ça traduise à la fois la rencontre entre la représentation technologique du temps et la représentation physiologique, avec sous l'effet de l'émotion, sous l'effet de la peur, sous l'effet voilà, toutes ces choses. Pardon, j'en profite pour te poser une petite question, Emmanuel, parce que dans Interstellar, dans certaines scènes, il y a aussi ce tic-tac de la montre, notamment dans la planète océanique, et puis quand il essaye de s'amarrer à l'endurance, après la manœuvre du Dr Mann. Je me demandais justement, est-ce que tu sais s'ils sont repartis, du coup du même son de tic-tac? Est-ce que c'est quelque chose de volontaire qu'ils aient repris comme ça d'un film à l'autre, ce tic-tac de montre? Je pense pas que ce soit le même son, parce que vraiment, Nolan a, au sujet de Dunkerque, a dit qu'il avait fourni un enregistrement d'une montre qu'il possédait. Et donc, il y avait une dimension émotionnelle, une dimension personnelle, qu'on retrouve d'ailleurs. Alors ça, c'est sur un autre plan, mais là, en fait, dans le morceau qu'on a entendu, c'est une version très, 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 très étirée de la variation Nimrod, qui est joué au synthétiseur et qui parcourt le film aussi. Et avec cette, donc c'est aussi une suggestion de Nolan, le fait de demander à Zimmer de partir de la variation Nimrod pour recréer des morceaux. Et Nolan, alors, en tant que Britannique, il a une histoire avec ça, puisque cette variation, elle est associée au Remembrance Sunday, le dimanche du souvenir, qui est un peu, qui correspond un peu à notre célébration du 11 novembre. Et donc associé à la guerre, mais aussi pour lui, c'est associé aux funérailles de son propre père, puisque c'est un morceau qui a été diffusé à cette occasion-là. Donc il y a en fait toute une intrication et vraiment un niveau émotionnel qui est décliné sur dans plusieurs directions. Et en parallèle de ça, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, il y a l'idée des tempi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ces tempi, il y a parfois des mesures, des proportionnalités. Donc, oui, alors là, c'est l'aspect très mathématique de Nolan et Zimmer. C'est aussi sous l'influence de Nolan. Alors bon, le tic-tac de la montre qu'on a entendu tout à l'heure, on va dire que, pour parler un tout petit peu technique, si on considère que chaque battement qu'on entend, ça correspond à la croche, ça établit un tempo qui donc se situe à 96 battements par minute, 96 à la noire en fait. Donc ça nous permet d'établir un tempo. Et donc Zimmer s'est basé sur ce tempo initial pour instaurer les différents tempi des morceaux de la bande originale. Donc en fait, on voit que sur un certain nombre de morceaux, le tempo de la montre est simplement divisé par 2. Et puis il y a aussi des fractions, par exemple sur Supermarine et Impulse, donc c'est multiplié par 1,25, donc augmenté d'un quart, une fraction d'un quart. Et sur les deux derniers, c'est augmenté d'une fraction d'un huitième. Donc il y a cet aspect-là, effectivement, mathématique, en tout cas, qui est sous-jacent dans tous ces films. On peut évidemment pas déceler à l'oreille, mais je pense que c'est une manière, c'est un peu des indices cachés qui sont disséminés là-dedans. Et alors, pour faire un lien avec ça et puis les chansons préexistantes, enfin les morceaux préexistants dont on parlait aussi, on va regarder un extrait, et écoutez toujours, qui est celui de la fameuse chanson de Piaf dans Inception. Et puis après, peut-être, on expliquera un peu.
faut expliquer peut-être un petit peu le rôle très rapidement de la chanson de Piaf dans Inception. Donc le rôle de cette chanson, donc Inception, c'est, enfin, on va pas résumer tout le film, enfin disons que c'est un film dans lequel la narration est construite autour de la coexistence de plusieurs niveaux de rêves. C'est-à-dire qu'on s'enfonce, c'est un rêve dans un rêve, et puis un rêve dans un rêve dans un rêve, etc., jusqu'à 4 niveaux. Et donc les protagonistes, pour savoir quand est-ce qu'ils doivent sortir du rêve, ils ont mis au point ce système. Quand ils entendent la chanson de Piaf, ils savent qu'ils doivent remonter dans le réel. Et donc voilà, le rôle de la chanson de Piaf, c'est ça. Après, alors Nolan, donc c'est lui qui a suggéré l'utilisation de cette chanson. J'ai lu qu'il s'était quand même posé pas mal de questions parce que comme Marion Cotillard avait incarné Piaf 2 ou 3 ans avant, c'était, voilà, ça pouvait faire un peu de confusion, mais au final il a gardé ça. Peut-être aussi justement parce que il y a un aspect comment dire, le cinéma qui renvoie au cinéma, enfin quelque chose un petit peu de l'ordre de la mise en abîme, mais qui devait pas lui déplaire certainement. Donc voilà. Et après sur la chanson en elle-même, donc elle a servi aussi de base à la bande originale à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que d'une part le morceau d'ouverture, ça a été vraiment, il y a eu tout un travail de ralentissement de la chanson initiale, enfin de traitement en fait, qui fait que la chanson est quasiment méconnaissable. Donc il y a un internaute d'ailleurs anonyme qui a repéré en fait cette relation entre la plage d'ouverture du film et la chanson de Piaf. Et donc effectivement, du coup, ça a été révélé au grand public. Zimmer a confirmé. Et de fait, alors pour que ça soit un petit peu explicite, j'ai refait un petit peu les manipulations pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. C'est ça. Donc on va entendre d'abord la version originale, c'est ça, hein, de la chanson de Piaf. Juste l'introduction en fait, hein, parce qu'il s'agit juste de la partie de l'introduction. Ensuite, la même version, mais que vous avez ralentie. Voilà, là, je suis partie de cette version-là. Je l'ai passée dans un logiciel tout simple qui m'a permis de modifier la vitesse. Donc, quand on modifie la vitesse, ça veut dire qu'à la fois, on va ralentir le tempo, mais aussi on va avoir le son qui va devenir plus grave. Hein, un petit peu pour ceux qui connaissent les platines disques, quand on passe un disque 45 tours en 33 tours, bon, on a quelque chose, voilà, une vitesse inférieure, et donc forcément on a un son qui est plus grave. Donc le son baisse, et en fait il y a une deuxième opération qui est la transposition. C'est-à-dire que là, en fait, pour retrouver le fichier qu'on va entendre et qui correspond, qui ressemble un petit peu à la piste composée par Zimmer, il a fallu retransposer derrière. On va écouter cette manipulation. Alors Emmanuel, j'ai une question parce que il y a juste une dernière version, c'est la version de Zimmer quand même. La version de Zimmer qui reprend en fait ce rythme et se calque sur ça. Disons que ça permet de faire le rapprochement peut-être plus facilement. Exactement. Donc on a vu ici. Juste oui, celui-là.
Sur ce morceau qui a été modifié numériquement, et puis sur le morceau aussi de Dunkerque, on voit finalement que ici c'est moins une influence rock qu'une influence de la musique électronique. Et donc je voulais savoir en fait quelle était la place de Zimmer dans cette incursion de la musique électronique dans la musique hollywoodienne, et, et est-ce que ça c'est un apport vraiment de lui, de sa patte, ou bien c'est quelque chose qui vient plutôt d'un apport de Nolan et qui est devenu finalement le style de Zimmer au cours de cette relation? Le fait est que, enfin, comme disait Chloé tout à l'heure, hein, c'est vrai que Zimmer, il a quand même sa formation, c'est vraiment à la base une formation. Il s'est formé sur les synthétiseurs, donc il y a cette sensibilité-là, ça c'est sûr. Après, le travail, on va dire autour des relations mathématiques, autour des tempi, etc. Parce que là, du coup, on en a pas, on a écouté là on va dire la modification du fichier, mais en fait, il y a eu la même chose que sur Dunkerque au niveau de Inception, c'est-à-dire que il a pris aussi, alors c'est un peu plus complexe, donc du coup, ça, je vais peut-être pas expliquer tout en détail, mais enfin, il a fait la moyenne des deux tempi entre le tempo d'origine de la chanson de Piaf et le tempo de la chanson du dernier extrait qu'on a écouté, qui est légèrement différent, puisque et ça c'est intéressant aussi, c'est que il a fallu multiplier pour obtenir la vitesse définitive. Il a fallu multiplier le premier tempo par un dixième de pi. Donc ça, il en a jamais parlé. En tout cas, moi, j'ai jamais trouvé ça dans ses interviews. Mais ça me semble, je pense pas que ce soit un hasard compte tenu de toutes ces implications mathématiques qu'il y a. Donc voilà, et à partir de là, à partir d'un tempo moyen qui a été établi, il a aussi fait des fractions de tempo sur les différents morceaux. Ça, c'est certain que ça, c'est sous l'influence de Nolan. Mais il s'est passionné pour ça, c'est-à-dire que, il a lu des ouvrages assez pointus de mathématiques pour pouvoir justement vraiment rentrer là-dedans, et c'est une cohésion vraiment entre les deux. Si je peux ajouter quelque chose à ce sujet, c'est vrai que Hans Zimmer avait expliqué dans un entretien qu'à un moment donné, il avait vraiment hésité entre le métier de compositeur et le métier d'ingénieur du son, parce que il se passionne pour tout ce qui est technique, manière de changer le son en post-production. Il a beaucoup de synthétiseurs différents dans son studio, et je suis pas certaine que ce soit lié uniquement à sa collaboration avec Christopher Nolan, parce que par exemple, si on regarde ce qu'il fait avec Denis Villeneuve, il y a une empreinte sonore qui est assez similaire, notamment dans Blade Runner 2049, où il y a tout ce travail justement sur les synthétiseurs, mais en même temps sans vouloir recréer tout à fait le son de Vangelis. Enfin, voilà, c'est encore un autre sujet, mais je pense que c'est aussi, c'est surtout lié au fait qu'il collabore avec des personnalités qui accordent une place au son et qui laissent une marge de manœuvre à leurs compositeurs pour aller toujours plus loin dans l'expérimentation sonore, tester de nouvelles choses, ouvrir de nouveaux horizons au niveau du son. Voilà, que ce soit Denis Villeneuve ou Christopher Nolan sont des réalisateurs pour qui le son a vraiment une importance capitale. Puis c'est un défi aussi, hein, quand même. Hein. C'est vraiment un défi tout ce travail. Il y a un aspect expérimental, mais c'est aussi un défi. Je pense que ça c'est quelque chose qui vraiment lui plaît. Et puis nous avons un dernier extrait d'Inception, qui est la fin du rêve. Oui, tout à fait. En fait, j'ai choisi cet extrait pour attirer votre attention sur le travail minutieux sur le mixage des différentes strates sonores, parce que voilà, c'est dans une scène d'action très chargée, et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est la manière dont le mixage de cette scène a été géré, puisque habituellement dans le cinéma hollywoodien et dans les scènes d'action, le mixage donne la prééminence quasiment toujours aux effets sonores par rapport à la musique. Or, ce qu'on voit dans l'évolution du mixage de cette scène qu'on va regarder, c'est que il y a vraiment une évolution
au niveau des strates sonores qui sont mises en avant. Et au tout début, donc quand IMSS commence à déclencher les explosions du bunker, eh bien, on entend ces accents cuivrés là qui viennent de l'accompagnement de l'introduction de la chanson de Piaf, mais qui sont utilisés de manière tout à fait bruitiste en fait, et c'est comme s'ils remplaçaient les sons de la détonation et des explosions. Et en fait, le son lui-même de la déflagration est mixé beaucoup plus en retrait. Et ça, c'est vraiment une pratique très inhabituelle dans le cinéma hollywoodien. Et au fur et à mesure que la scène évolue, on voit très bien que les différentes strates, que ce soit la chanson de Piaf, l'ostinato composé par Zimmer, donc c'est-à-dire un motif mélodico-rythmique qui se répète, en fait, ça va sans cesse fluctuer. Et soit il va passer en avant, soit il va être mis en retrait selon ce que les mixeurs vont vouloir mettre en évidence dans la scène, mettre en lumière. Et on voit que c'est vraiment un travail très, très minutieux. Et si j'insiste là-dessus, c'est justement aussi pour rendre un peu hommage au travail des mixeurs, qui est un travail de l'ombre, qui est pas souvent mise en relief dans les études sur la musique de film et sur le son au cinéma. Et cette équipe-là a été récompensée par l'Oscar du meilleur mixage. Et je pense que cette scène le démontre très bien. Et il y a une dernière chose sur laquelle je voulais attirer votre attention avant de regarder la scène, c'est le moment où le van, les vitres du van explosent sous la pression de l'eau. Il y a un silence qui est intégré juste avant l'effet sonore. Donc, c'est-à-dire que la musique s'arrête et il y a un grand silence, et ensuite on a le son de l'explosion des vitres. Et en fait, les mixeurs ici utilisent un effet psychoacoustique qui est assez connu dans le milieu, qui fait que pour rendre un son plus puissant, sans avoir à atteindre un niveau de décibels ridicule, eh bien, on intègre un court silence juste avant, puisque par contraste, en fait, le son qui vient juste après paraîtra plus puissant, plus fort et aura plus d'impact. Et donc, voilà, à la fin, en fait, autant le début de la scène laisse plutôt la prééminence à la musique, autant la fin laisse la part belle, pour le coup, à l'effet sonore de cette explosion des vitres. Et puis, on entend dans les différentes strates du mixage, donc cette présence de la chanson de Piaf fantomatique, cette voix désincarnée qui se réverbère, en fait, sur les 3 niveaux de rêve. Donc, ça incarne bien ce que disait Emmanuel sur le rôle narratif aussi de cette chanson. Elle est toujours présente, mais de manière plus fantomatique. Mais au début, on l'entend un peu de façon, fantomatique. On a du mal à l'identifier. Et petit à petit, elle remonte dans le mixage de façon beaucoup plus nette. Et après, c'est vrai qu'il y a la dimension nostalgique de la chanson de Piaf, évidemment, qui fait écho à la nostalgie que le héros nourrit vis-à-vis de son propre passé. Mais il y a aussi, parce que les ralentissements sont pas gratuits, puisque finalement, dans l'histoire, quand on franchit un niveau de rêve, le temps s'étire en fait. Et quelque part, le ralentissement, ces versions très 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 ralenties de la chanson de Piaf, c'est une représentation qui est assez plausible de la manière dont ça pourrait être perçu depuis un des niveaux de rêve assez profonds. Dilatation du temps. C'est ça. Très bien. Nous pouvons regarder l'extrait. Quand on regarde un extrait, effectivement, donc et qu'on prête attention au son, il y a le son, mais évidemment, il y a la relation du son à l'image. Évidemment, ça, c'est encore quelque chose d'autre. Et donc, vous avez choisi un autre extrait. Alors, cette fois, on est sur Interstellar, c'est ça? C'est la scène du Dr Mann sur la planète de glace. Est-ce que vous voulez en dire un mot? Alors oui, ça s'enchaîne très bien avec cet extrait, puisque en fait cet extrait-là que j'ai choisi déstabilise un peu les normes au niveau du mixage dans les scènes d'action. Et la scène de l'affrontement, de l'agonie plutôt de Cooper juste après l'attaque du Dr Mann sur cette planète stérile est assez intéressante, parce qu'elle met un peu à mal un préjugé assez tenace sur le cinéma hollywoodien, qui voudrait que dans le cinéma hollywoodien, la musique soit sans cesse redondante par rapport à l'image, qu'elle vienne appuyer lourdement ce qui s'y passe. Et en réalité, la manière dont la musique s'articule aux images et même au dialogue est très intéressante dans cette séquence, puisqu'il y a un certain nombre d'écarts, d'effets de décalage, il y a un sentiment de détachement qui émerge quand on regarde cette séquence. Alors, je ne vais pas développer peut-être trop l'analyse, mais au début de la scène,
Donc Cooper a son casque donc avec la vitre un peu brisée, donc il est en train d'agoniser et la caméra suit tous ces tressautements de façon très organique, on pourrait dire. Et la musique en fait va complètement se détacher de cette dimension cruciale pour proposer une sorte de mélopée très envoûtante, très hypnotique, qui fait écho en fait à la voix off, en fait, au discours du Dr Mann qui commence à réciter les vers du poème de Dylan Thomas, Do not go gentle into that good night. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici au niveau musical, on a des strates superposées qui sont des strates typiques de l'écriture minimaliste américaine qui se développe dans les années 60 avec Phil Glass, Terry Riley, Steve Reich, qui visent à un effet de transe sur l'auditeur. L'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte d'extase auditive. Et en fait, c'est une mélopée qui est mise en boucle comme ça et qui acquiert ce caractère très, très hypnotique, très envoûtant, cette transe. Et cette transe musicale, ces boucles minimalistes à la musique, donc à l'orgue, on retrouve l'orgue, font écho à un certain nombre de rimes dans le poème, notamment Rage, Rage Against the Dying of the Light. Et la manière dont Matt Damon, qui incarne le Dr Mann, va réciter ces vers est très intéressante parce qu'il y a une dimension incantatoire en fait dans la manière dont il va réciter ces vers-là. Et en fait, c'est aussi comme s'il s'adressait à lui-même. Donc la musique crée du coup cette forme de décalage vis-à-vis de l'agonie de Cooper et en même temps intensifie peut-être l'aveu poignant du Dr Mann au début de la séquence. Et puis dans la suite de la scène, la musique se déroule je dirais pas imperturbablement, mais en fait, il y a très peu de modifications. C'est-à-dire que c'est pas une approche pointilliste qui essaye de tout saisir un peu à la John Williams. Au contraire, on laisse la mélopée se développer. Et du coup, c'est comme si la musique se développait un petit peu à la manière d'un discours parallèle à celui de l'image, ce qui est certainement lié au fait qu'il n'y a pas eu de spotting session, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de manière de dire ce cue-là va aller là, il commence à telle seconde, il s'interrompt à telle seconde. En fait, Zimmer a vraiment laissé Nolan aussi libre de placer la musique là où il le souhaitait, et ensuite il a retravaillé évidemment pour articuler les choses au mieux, mais ça se sent très très bien dans cette scène où la musique finalement va plutôt faire ressortir le côté tragique de la séquence, mais sans se placer du côté d'un personnage ou de l'autre. C'est vraiment aussi, c'est la tragédie de Cooper, bien sûr, c'est la tragédie de Murph, puisqu'on est en montage alterné, donc la musique va permettre d'unifier les différentes temporalités et puis les différents lieux. Et surtout, c'est aussi la tragédie du Dr Mann. En fait, ce que je trouve que la musique nous présente moins le Dr Mann comme un meurtrier impitoyable que finalement comme un héros tragique, un astronaute déchu dont la seule faille, c'est de ne pas réussir à vivre coupé du reste de l'humanité et de ne pas accepter de mourir seul. Et c'est ça qui l'a amené évidemment à l'irréparable. Voilà. Nous avons vu tout à l'heure que la montre donnée par Nolan imposait quelque chose donc dans la bande son. Il se trouve que dans Dunkerque, cette fois, c'est une structure sonore qu'il va inspirer à Nolan, la structure de temporalité de l'image et du film. Est-ce que, Emmanuel, vous pouvez nous parler de cela ? Oui. Alors, donc c'est le choix en fait de recourir à ce qu'on appelle la gamme de Shepard. Donc c'était pas totalement une nouveauté sur Dunkerque puisque Nolan avait suggéré ça à David Julian sur le Prestige notamment, et puis il y avait eu aussi des expérimentations notamment pour le son du Bat Pod dans deux des trois Batman pour figurer une accélération qui semble infinie en fait. Donc c'est relativement facile à comprendre par rapport au Bat Pod, puisqu'il s'agit en fait le son monte et normalement un son qui monte dans les aigus, il y a un moment il peut plus monter. Sauf que là le procédé fait, alors ça s'appelle le glissando de Shepard-Rissé. Le procédé, donc c'est une illusion psychoacoustique, c'est-à-dire qu'à mesure que les fréquences augmentent, en fait, c'est comme une boucle. Il y a de nouvelles fréquences qui apparaissent
dans le grave, et en fait il y a une corrélation entre les fréquences qui augmentent et puis le volume, l'intensité de ces fréquences qui en fait diminue, et donc ça génère donc un effet, soit d'ailleurs ça peut être ascendant, mais ça peut être un effet descendant aussi. Comme une chute. Ouais, exactement. C'est dans un sens ou dans un autre. Et donc ça avait déjà été expérimenté dans le domaine, on va dire, du son. Et puis donc là, dans Dunkerque, c'est quelque chose qui a été généralisé avec vraiment la notion de gamme. Alors peut-être il y avait j'avais une planche pour expliquer, enfin pour visualiser, voilà. Elle est là, elle est affichée. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une gamme de Shepard? Donc c'est bâti à partir des Shepard tones, qui sont des sons complexes basés sur la superposition de sons sinusoïdaux, mais situés à des intervalles d'octaves, et ce qui fait qu'en fait sur chacun de ces sons on va avoir une ambiguïté au niveau de la hauteur. C'est-à-dire par exemple, on peut reconnaître qu'il s'agit d'un do, mais on va pas savoir si c'est un do grave ou aigu, parce qu'en fait on a tous les octaves qui sont présents au même niveau, et donc à partir de là, quand on organise ces sons sous forme de gamme, pour avoir un do, un ré, etc., pour former une gamme, on va avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui monte. Et l'illusion fait que là aussi, une fois qu'on est arrivé, on a fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, on est arrivé à nouveau au do, on a l'impression qu'on est retourné en bas et qu'on va remonter encore. Alors, c'est dans Inception, d'ailleurs, il y a un moment une allusion à ça, mais de manière visuelle. Il y a l'escalier de Penrose. Ouais. On voit les personnages qui montent et qui descendent comme dans des gravures d'échelle aussi. Ça, si vous voulez faire une similarité. Oui, tout à fait. C'est visuelle, la notion d'illusion, en fait. C'est exactement des illusions. Qu'il a mise au centre d'ailleurs du Prestige, mais enfin, oui, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu, les illusions auditives, mais ça existe. On peut en trouver d'ailleurs sur Internet si ça intéresse certains, d'aller voir des gens qui recensent Super Mario. Il y a l'escalier de Super Mario à un moment sans fin avec ce son. Ouais, ça, c'est très intéressant. Et donc, on a un extrait, vous avez sélectionné un extrait de Dunkerque dans lequel on a une application donc sur de la musique, sur un morceau de musique, donc avec non pas une gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, non pas une gamme majeure, mais c'est une gamme ton, demi-ton. Donc ça progresse par un ton, un demi-ton, etc. Et la question, ce qui est important, c'est que ça forme une régularité et que on a l'impression de cette boucle perpétuelle. Pourquoi il utilise ce procédé-là? Tout simplement pour faire monter la tension de manière vraiment avoir le sentiment que, alors même que le spectateur pense que ça y est, il est au climax, bah non, en fait, il n'y est pas. Et ça continue, et il y a vraiment la recherche comme ça d'un maximum d'impact sensoriel sur le spectateur. C'est extrêmement déstabilisant, en fait, comme principe. Très bien, on regarde l'extrait. En fait, Zimmer a très très légèrement triché par rapport à ça. C'est pas une pure gamme de Shepard. Il a rajouté à mesure qu'on avance dans le déroulement du morceau un petit peu de son, de timbre un peu plus aigu pour venir renforcer. Mais la base est là. Et il y a aussi, on entend le rythme derrière, avec une sensation d'accélération. Alors la version du film est légèrement différente de la version qui est sur le CD, puisque sur le CD, le tempo ne bouge pas, tandis que dans le film, on a une accélération qui est réelle. Donc, c'est des effets qui sont quand même renforcés par des effets, on va dire, plus basiques. Mais au niveau du rythme, on peut avoir le même type d'effet, c'est-à-dire qu'on va avoir un empilement d'un rythme simple, et puis d'un rythme, disons, par exemple, 2 fois plus rapide. Et du coup, le fait de coupler les deux, ça va donner un sentiment d'accélération perpétuelle. Ismaël, Moi, c'est dans la suite que j'ai des questions. Très bien. Alors, il y aurait tellement de choses à dire, évidemment, sur les relations entre image et son. C'est énorme. Mais nous voulions aussi aborder la question vous en avez parlé un peu, Chloé, aussi tout à l'heure, et vous-même, Emmanuel, des relations entre le design sonore et la musique. Parce que finalement,
C'est ce qui se passe beaucoup maintenant, et peut-être encore plus avec le numérique, c'est que finalement, les voix, les effets sonores, les bruitages, tout ça s'imbrique. En revanche, en termes de méthodologie ou la façon dont les gens travaillent, il y a parfois une équipe des effets sonores, parfois une équipe musicale, et là, on a peut-être besoin d'un petit peu d'explication là-dessus. Oui, alors c'est un vrai défi pour les compositeurs parce que en fait avec le numérique on peut mixer un nombre beaucoup plus important de sons en même temps, et ce qui fait que le volume sonore global des films, notamment des blockbusters, a augmenté en lien avec les effets visuels. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une contrepartie sonore aux effets visuels de plus en plus impressionnants et intensifiés, qui peuplent donc les films mainstream à l'ère numérique. Il y a certains compositeurs qui vont essayer un petit peu de parer en amont, c'est-à-dire que quelqu'un comme John Williams sur Star Wars, par exemple, il a suffisamment de métier pour savoir que s'il y a une grosse explosion ou un passage de vaisseau à cet endroit-là, il faut pas qu'il mette un joli thème parce qu'on l'entendra pas du tout. Donc souvent, il crée soit une nappe sonore, soit il arrête carrément l'orchestre à ce moment-là, jusqu'à temps que l'effet sonore soit parti. Donc il y a ce type d'approche. Sinon, dans le cas de personnes comme Hans Zimmer, il y a souvent un travail collaboratif vraiment avec l'équipe chargée des effets sonores. C'est quelque chose qui est très présent sur Blade Runner 2049, où en fait ils s'échangeaient du matériau sans cesse pour s'articuler les uns avec les autres, pour ajuster parfois ne serait-ce que les fréquences, pour pas qu'il y ait d'effet de masque entre la musique et les sons. Et voilà, c'est quelque chose qu'il a aussi mis en œuvre voilà, sur Interstellar, sur Inception, a travaillé de manière très étroite avec les sound designers. Et je pense que c'est dû aussi à sa sensibilité au son qu'on évoquait tout à l'heure. Parce qu'on a énorme. Enfin, si on compare à des classiques comme 2001, 2001, il y a vraiment le temps musical qui donne la dimension de l'ampleur, de l'univers infini, tandis que dans Interstellar, la musique ayant une couleur, et comme vous l'avez dit, avec le montage parallèle, relie en fait comme si elle traversait l'espace, et que les personnages étaient reliés malgré tout, et ça donne comment dire, ça donne presque une impression de j'ai perdu ce que je veux dire. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que comme les voix sont maintenues et que tout est en parallèle, c'est quand même assez inattendu. Si par exemple on compare avec Gravity, il y a vraiment des ruptures entre la musique et le silence, ici ça lie le tout comme étant toujours comme si ces personnages communiquaient un peu. Oui, alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les bandes son intégrées, c'est-à-dire où vraiment c'est une architecture sonore globale où tous les éléments sonores s'intègrent, que ce soit les voix, les bruitages follets, les effets sonores, la musique. Ça fait partie d'un même tout très intriqué. Alors ce qui est intéressant dans le cas d'Interstellar, c'est que c'est quand même une bande son qui s'affirme comme un lieu de contraste extrême aussi, c'est-à-dire qu'il y a des scènes comme celle qu'on a vue avec le Dr Mann où tout est étroitement lié et continu, et il y a des moments au contraire où il y a la place du silence, les effets sonores seuls. Enfin, il y a vraiment des moments, voilà, où on passe d'un silence à une sorte de mur de son très épais. Et dans la séquence que j'ai sélectionnée, justement, il y a on revient à la notion de travail sur le mixage, mais c'est assez intéressant parce que justement la musique, donc c'est le moment où Cooper part pour l'espace et où Murphy sort trop tard de la maison pour pouvoir le retenir. Et voilà, donc il y a ce côté évidemment déchirant. Et la musique est en crescendo constant, c'est-à-dire qu'on part à un niveau sonore déjà assez fort, mais elle va jusqu'à un point de saturation et de distorsion, et elle se tuile avec le bruit de combustion des moteurs de la fusée de Cooper qui part pour l'espace. Donc en fait, il y a un effet de relais entre ce qui est de l'ordre de la musique et ce qui est de l'ordre des effets sonores, et on ne sait pas très bien en fait à quel moment on bascule de l'un à l'autre. C'est vraiment un effet de relais, un effet de glissement, de contamination, on pourrait dire, des substances sonores les unes sur les autres. Et enfin voilà ce qui a été théorisé sous le nom de continuum sonore, hein, c'est très fort ici. Et en fait là il y a vraiment un impact narratif et dramatique, c'est-à-dire que c'est parce que l'arrachement de Cooper à sa famille est vécu comme une forme de violence, c'est vécu comme une trahison par Murph. C'est pour ça aussi qu'il y a cette saturation et cette distorsion sonore, cette ampleur en fait pour mettre en valeur le paroxysme émotionnel de la séquence, c'est-à-dire que le mixage nous entraîne voilà, à un niveau
très très fort pour décupler en fait le caractère poignant et déchirant de ce départ pour l'espace tel que vécu par les personnages eux-mêmes en fait. Et qu'en est-il du point de vue? Parce que du coup, la musique, finalement, en nous liant à tous ces personnages, est-ce qu'elle nous donne pas un point de vue qui accentue le côté didactique pour le personnage, enfin le spectateur qui voit tout, comme aussi dans 2001, on n'est pas exactement attaché à un personnage ou un autre. C'est difficile à dire effectivement où se situe le point de vue de la musique dans cette scène qu'on va regarder parce que on pourrait très bien imaginer qu'on se situe aussi dans le point de vue de Cooper, mais ça pourrait être très bien le point de vue de Murph également. Donc je pense que c'est vraiment un écho entre les deux personnages, c'est-à-dire c'est une manière de relier les deux et de montrer ils sont tous les deux voilà les yeux embués de larmes. Il y a vraiment cette intensité dans le jeu d'acteur à ce moment-là et je pense que c'est ça que fait ressortir la musique et de montrer ce lien qui est au cœur du propos du film. Il y a un côté très clip. Je ne sais pas. On pourrait aussi voir le film sans les dialogues, à un moment, que ça fonctionnerait par la compréhension juste du montage. Oui, c'est vrai. Après, je trouve qu'il y a un aspect un peu moins chorégraphié que dans certains effets clips dans le cinéma contemporain, mais en tout cas, il y a vraiment cet effet d'entraînement tout à fait assez sidérant, pour le coup, assez frappant, parce que en fait, Nolan s'autorise aussi d'aller jusqu'à ce point de saturation sonore et d'ampleur en fait accordée à la musique qui sature tout l'espace. Et d'ailleurs, ça lui a été reproché aussi par certains exégètes ou certains commentateurs qui disaient mais la bande son est brouillée, ça a été mal fait, etc. Alors que c'est vraiment un parti pris esthétique. Sur l'orgue aussi, il y a aussi un aspect où on entend beaucoup les tubes, ce qui donne aussi un caractère assez ambigu. On ne sait pas si c'est une respiration. Oui, alors justement, il a aussi synthétisé des bruits de souffle. Il a enregistré les tuyaux de l'orgue, donc il a enregistré à Temple Church à Londres, dans un vieil orgue. Il a aussi mêlé à ça des samples de l'orgue de la cathédrale de Salisbury. Et en fait, la question de l'orgue me permet de rebondir sur un dernier point sur les bandes-sons de l'ère numérique, c'est le côté viscéral et l'impact sensoriel sur le spectateur. Et Hans Zimmer le dit très bien, il dit l'orgue, en fait, quand on est à pleine puissance et qu'on a ces bruits de tuyaux, c'est comme s'il y avait un point qui vous frappait au niveau du plexus solaire. Et ça permet d'impliquer physiquement l'auditeur dans la séquence aussi. C'est le retour du rock. Très bien. Et puis, alors, le temps file, donc ce sera le dernier extrait, malheureusement, puis après, on peut échanger un tout petit peu. Ou peut-être une dernière chose, un point qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder, mais peut-être on peut en dire quelques mots, c'était le degré de reconstitution sonore dans Dunkerque. Alors, ça demanderait aussi un peu de temps, mais juste le dire peut-être en quelques mots avant de conclure. En 30 secondes. En 30 secondes. Oui, en effet, c'est un énorme travail. Là, on voit bien effectivement le tuilage entre les deux. On a un petit peu ce principe-là dans Dunkerque avec la musique et le design sonore qui se répondent en fait. Et juste ce que je voulais dire par rapport à ça, comment ça s'interpénètre, on retrouve beaucoup de choses d'ordre rythmique, c'est-à-dire que vraiment on a le rythme qui va servir de dimension pivot. Et notamment, le rythme, il va être donné par des bruits qui sont des bruits diégétiques, des bruits qui sont dans l'espace du film. Par exemple, ça peut être des moteurs de bateau qui impulsent comme ça un rythme, ou des avions, enfin n'importe quoi. Il y a énormément de bruits qui sont itératifs, donc qui se répètent et qui viennent créer un rythme, et ce rythme va être repris dans la musique. Après, sur le travail de reconstitution sonore, effectivement, ça a été un gros travail pour Richard King, puisque il s'est beaucoup documenté pour pouvoir recréer, avec un maximum de réalisme possible, toute l'atmosphère de l'époque. En écoutant des enregistrements, en lisant des témoignages, etc. Il y a eu notamment une des sonorités vraiment caractéristiques de l'époque, c'était la sonorité des bombardiers allemands, les Stuka, qui donc j'avais un extrait, mais bon, tant pis, qui était assez terrifiant en fait, d'après tous les témoignages de l'époque, c'était vraiment un objet de guerre psychologique.
un peu comme, enfin, on connaît la référence dans Apocalypse Now avec le fait de diffuser comme ça du Wagner, oui, pour terroriser les populations. Bon, bah, les Allemands avaient inventé ça avant avec ces fameux Stuka. Donc, il y avait des sirènes qui étaient fixées sur le train d'atterrissage de manière à produire un bruit terrifiant. C'était vraiment dans ce but-là. C'est pas juste le bruit de l'avion qui descend. En fait, c'est vraiment pour produire un son. Donc ça terrifiait complètement les soldats. Alors c'est ce qu'on voyait c'est une des scènes du début. En fait, c'est la première attaque aérienne. Et puis donc ça, ces bruits-là. Alors Richard King raconte ils sont allés dans le désert pour enregistrer des sirènes parce qu'évidemment ils n'allaient pas faire descendre des bombardiers. Et donc ils ont fait tout un travail de reconstitution par enregistrement. Ça a été apparemment assez compliqué parce que ils ont réussi à retrouver des avions de l'époque, mais tous n'étaient pas forcément en très bon état de fonctionnement. Il y avait des avions, les Spitfire, qui chauffaient quand ils pouvaient pas tirer. Enfin, il fallait qu'ils soient vraiment en vol pour pouvoir tirer les mitraillettes. Donc, ils se sont retrouvés confrontés vraiment à des difficultés techniques énormes. Et donc, oui, ça a été un gros travail de reconstitution sonore. Désolé de couper en tout cas cette explication. Non, effectivement, c'est passionnant sur cette question de la reconstitution sonore. Là, c'est un gros travail. Donc, la table ronde touche à sa fin. Donc, je remercie Chloé et Emmanuel, ainsi qu'Ismaël.